Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'hiver 2025 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et aujourd'hui, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre La magie des sciences, techniques pour motiver et engager les élèves à explorer et innover. Je profite de l'occasion aussi pour souhaiter la bienvenue à notre formatrice, Madame Laura Gagnon. Alors, bienvenue Laura. Et avant de lui céder la parole, quelques petites consignes. Premièrement, j'aimerais vous dire que cette formation est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible au cours des prochaines semaines sur le site Internet du Centre Franco. Au cours de la formation, vous avez accès à votre micro et à la boîte de clavardage. Si vous voulez laisser un commentaire ou encore poser des questions, n'hésitez pas à utiliser la boîte ou votre micro. Finalement, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation qui rend possible cette formation grâce à son financement. Voilà, donc l'introduction est faite. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente formation et puis Laura, c'est à toi. Merci. C'est tout un plaisir pour moi de présenter la magie des sciences. Enseigner les sciences, c'est toujours quelque chose de passionnant. Et les objectifs de la formation aujourd'hui, ça va être d'outiller les enseignants pour stimuler la curiosité et la créativité des élèves. Comment transformer une leçon de science en une expérience captivante, puis proposer des stratégies concrètes pour rendre les leçons interactives. Très important aussi, encourager l'innovation et l'expérimentation en salle de classe. Alors, avant de commencer, Joanne, si tu pourrais aller compléter la présence, je vais mettre le lien dans le chat tantôt et tu pourras aller compléter ta présence. Donc, pour commencer, il est très important en classe de sciences de créer un engagement initial. Toujours, avant de démarrer toute leçon, d'avoir une petite mise en situation qui va aller chercher les intérêts ou motiver les élèves à captiver leur intérêt pour la leçon. Donc aujourd'hui, j'aimerais si vous pouvez partager une anecdote ou un souvenir marquant lié aux sciences. Alors Laura, est-ce qu'il faut que le souvenir soit positif ou négatif? Pardon? Est-ce que le souvenir que tu veux qu'on partage, tu veux qu'il soit positif ou négatif? Ça peut être positif, ça peut être OK, négatif. Vraiment, ce qui excellent. vous vient en tête, qu'est-ce qui vous a marqué? Et est-ce que tu veux qu'on le partage, au micro ou dans la boîte de clavardage? Ben, puisque nous sommes entre nous, au micro, ce serait bien. OK, excellent. Donc, je m'engage à être le deuxième. Y a-tu quelqu'un qui veut être le premier? Je peux aller. Moi, une expérience que j'ai fait à plusieurs reprises, mais la première fois, ça m'a vraiment marqué, c'est quand j'ai fait éclore des papillons à partir du cocon. Donc, partir de la chenille qui est ensuite devenu un cocon, ensuite qui est devenu le papillon. Puis c'est tout le processus que tu peux voir là, de près. C'est émerveillant. Puis ça, je me souviens, ça m'avait marqué. Puis j'ai eu l'expérience, la chance de vivre ça avec des étudiants par la suite, puis aussi été émerveillé. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est amusant de voir et qu'on peut faire, qui est facile à faire avec des élèves aussi. Et est-ce que Excellent. je peux te poser une question? Oui, Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette expérience? juste être capable de voir de près les étapes, puis vraiment le changement qui se produit, puis que c'est quelque chose qui est comme phénoménal, puis on n'a pas de contrôle, mais ça se développe quand même, puis tu peux vraiment observer chaque étape.
puis voir un changement. Puis c'est quelque chose qui, comme tu peux discuter avec les élèves, tu peux questionner. On cherchait aussi des réponses, des questions. Pourquoi ça se passe? Puis qu'est-ce qui arriverait si on faisait ça au lieu, ainsi de suite. Donc juste tout le questionnement qui vient de ça. Parce que c'était quelque chose de tellement concret qu'on on pouvait, tant qu'on ne pouvait pas jouer avec, mais on l'avait, il fallait aller chercher la nourriture, il fallait tout faire avec. Donc, c'était ça, c'était l'aspect. Et c'était à la fin aussi la joie de relâcher les papillons à la fin, puis de dire, ben, maintenant, ils sont rendus dans la nature, ils font partie de quelque chose de plus gros que nous. OK. Je vais te poser une autre question. Est-ce que l'expérience aurait-elle été différente si tu avais juste reçu comme une vidéo ou un enseignement Il y a de définitivement cette pas. expérience-là? Ça n'aurait pas été eu le même effet, c'est certain. C'est certain, parce que tu regardes la vidéo, tu la vois, c'est fini, mais une vidéo, c'est court. Tandis que ce processus-là, c'est quand même assez long. Là, c'est quelques semaines et même parfois un mois, dépendant de le niveau. Donc, tu as vraiment la chance de vivre toutes les étapes. Tandis qu'une vidéo, tu regardes ça, ça peut être 15 minutes, ça peut être 1 heure, mais ça n'a pas le même effet. Juste le fait que c'était vraiment réel, qu'on pouvait toucher, on pouvait manipuler, qu'on pouvait... je trouve que ça a un effet beaucoup plus positif qu'une vidéo. Là, tu viens de toucher vraiment un point. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit la chance de vivre l'expérience. C'est souvent, on pense parfois que, oh, on n'a pas besoin de faire ça, peut-être juste une vidéo, ça va aider. Mais permettre aux élèves de toucher, de découvrir eux-mêmes, de vivre l'expérience, c'est beaucoup plus significatif. C'est ça, c'est quelque chose qu'ils vont se souvenir. C'est ça. Puis aussi, ça va piquer leur curiosité. Ils vont vouloir ensuite peut-être essayer d'autres choses, aller regarder autre chose même. Après ça, pourquoi pas essayer avec des œufs de poule, de poussin, ou essayer une autre chose. Donc, les jeunes ont tendance aussi à questionner beaucoup plus par la suite. Puis, tu peux faire le après aussi, par exemple, après qu'on a relâché les papillons. Mais où est-ce qu'ils s'en vont maintenant, les papillons? Qu'est-ce qui leur C'est arrive? ça. Est-ce qu'ils restent ici? Donc, tu as toute cette enquête-là que tu peux faire par la suite avec eux. Et vraiment, tu viens de toucher un autre point. Le après est tout aussi important que vivre l'expérience. Parce que là, maintenant, tu les as ancrés. Mhm. En vivant l'expérience, tu les as ancrés, mais le après, tu continues la démarche expérimentale. Exactement. Et c'est important. Et c'est souvent la partie qu'on oublie souvent. Oui. Puis c'est tout aussi leur curiosité, développer cette curiosité-là vers eux, de ne pas avoir peur de poser des questions, d'essayer. Donc, c'est comme ça que tu vas les chercher, oui. Donc, je me ferme, c'est le tour à quelqu'un d'autre. Oui. Écoutez, je vais prendre la parole parce que j'ai dit que je serai le deuxième. Alors, je vous partage deux petites expériences. La première comme étudiant, puis la deuxième comme adulte. Alors, la première, étudiant, je suis au secondaire, je suis un cours de sciences, 12e année, et honnêtement, sais peut-être pas le bon mot, mais je me fais écœurer par le prof parce que je suis toujours assis en avant, puis je suis pas capable de voir qu'est-ce qui est écrit au tableau. Et c'est dans vraie vie, j'ai un œil que je vois pas. Donc, je suis toujours en train de poser des questions, puis le prof, il aime pas ça, fait qu'il se sent dérangé. Fait que là, en tout cas, plein de commentaires. Et au mois d'avril, parce que le cours est de septembre à juin, et au mois de fin avril, il reste un mois et demi, je m'en vais voir l'orienteur, je dis, je lâche le cours. Puis elle me dit, ben Louis, il te reste juste 4 semaines, là. T'as quasiment fini. J'ai dit non. J'ai dit, moi, je suis tellement écœuré que je lâche le cours. Elle dit, pense-y ce soir, et puis demain, tu reviendras, puis on en discutera. J'ai dit, oui, je vais y penser parce que je t'estime beaucoup. Je vais y penser ce soir, mais je reviens demain. Alors, je suis revenu le lendemain, puis j'ai lâché le cours de sciences. Alors, Wow. l'expérience était vraiment pas positive du tout. Mais on va aller maintenant à l'expérience positive. Alors, je travaille au Centre Franco et j'ai la chance de rencontrer un prof de sciences du secondaire qui s'appelle Daniel Cyr. Il enseigne à l'école de La Salle
Et si on veut une personne qui donne le goût des sciences, là, c'est lui. J'ai dit tellement de fois, si tu avais été mon enseignant de sciences, je pense que j'aurais fait un scientifique dans ma vie parce qu'il a l'art, premièrement, d'expliquer des concepts reliés à la vie de façon très simplement. C'est toujours facile avec lui, tu comprends toujours. C'est comme. Et là, il va utiliser n'importe quel exemple journalier, des banalités qu'on pourrait dire, pour nous expliquer le principe de science en arrière de ça, parce qu'il dit que la science est dans tout. Et j'ai dit toujours, tes étudiants sont chanceux de t'avoir. Alors donc, voyez-vous, donc une expérience négative, mais une expérience positive par rapport aux sciences. Voilà. Mais merci, Louis, de nous avoir partagé et la négative et la positive, parce que très souvent, la négative aussi, c'est ce que vivent plusieurs de nos élèves dans nos salles de classe. Peut-être. Mhm. Et c'est à nous de le déceler et de les ramener. Et c'est très important, c'est à travers les expériences concrètes qu'on peut intéresser nos jeunes à la science. Et, et une autre chose, parce que ce que tu as dit, c'est l'environnement de la salle de classe. Très important aussi lorsqu'on fait des expériences de sciences, de faire attention à l'environnement, comment les groupes sont établis, si c'est des projets de groupe, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs choses très importantes à tenir compte. On pourra y revenir. Maintenant, ton expérience positive. Je pense que ce qui t'a le plus allumé, c'est la passion de ce prof de sciences. Comme il t'a transmis sa passion. Et je pense que il t'a fait par des images, non seulement peut-être il t'a expliqué des concepts, mais c'était tellement imagé que tu étais capable de les voir, ces concepts-là, et de les comprendre. Et j'ajouterais dans certaines occasions de les vivre. Je me souviens, j'étais dans sa classe et puis il faisait une expérience. Il avait amené un carton d'œufs. Puis là, il disait, est-ce qu'on peut marcher sur des œufs? Et puis, il en prenait un, puis là, il marchait dessus, puis là, il écrasait l'œuf. Puis là, il dit, on va essayer de marcher sur l'ensemble. Puis là, les œufs n'étaient pas écrasés. Puis là, puis là, il demandait aux élèves, c'est quoi vos hypothèses? Pourquoi vous pensez? Et là, tu voyais ça, ça travaillait là-dedans et il faisait réfléchir les élèves pour qu'eux découvrent le principe scientifique en arrière de ça. Ça, c'est encore mieux que quelqu'un qui explique tout. Hein? Puis Exact. je sais que tu vas en parler tantôt parce que j'ai vu ta présentation, là. Mais, mais donc, faire découvrir les sciences, ça prend comment j'appelle ça, moi, une intelligence pédagogique. Parce que ça, c'est beaucoup plus facile comme enseignant à donner la réponse. C'est facile, C'est j'ai la ça. réponse, je te le dis, c'est fini. Mais de penser à comment te faire réfléchir pour que toi, tu arrives à la réponse, ah là, c'est l'ouvrage. Surtout si tu es en difficulté. J'arrête. Voilà. Ben, tu as touché un point très essentiel, c'est la démarche scientifique. C'est pousser nos jeunes à poser la question et à poser les questions qui vont enrichir leur curiosité et les pousser à aller chercher les réponses. Mais aussi, on doit les guider comment aller chercher les réponses. Et c'est là où la science devient intéressante. Donc, on va passer, c'est un petit peu cette démarche qu'on vient de passer au travers, qu'on devrait avoir peut-être au début de chacune des leçons. On peut juste peut-être une petite expérience ou une question pour aller les accrocher et ensuite, tout au long de la leçon, développer cette approche de par la découverte. Alors, donc, on va explorer en premier les défis
qu'on peut rencontrer dans une classe de sciences comme enseignant. Donc, je dirais, quels sont vos plus grands défis pour motiver les élèves? Et la deuxième question, quel est le pourcentage des élèves qui montrent un intérêt spontané pour les sciences dans vos salles de classe? Je voulais faire un pool, mais je pense que c'est plus facile que nous partageons directement. Peut-être un des défis pour modifier les élèves, c'est si l'enseignante n'est pas confiant lui-même ou elle-même avec tous les concepts des sciences. Donc, c'est difficile quand tu n'as pas tu n'es pas rassuré toi-même ou tu n'as pas une passion pour les sciences aussi, peut-être peut être un petit défi. Et aussi, c'est un peu basé sur les expériences antérieures des élèves aussi, comme Louis disait, si tu n'as pas une bonne expérience à un moment donné dans ta scolarité, ça peut avoir un effet sur, sur les élèves et comment est-ce qu'ils perçoivent les sciences. Et c'est d'être capable de surmonter ces défis-là, puis trouver des façons de justement leur faire comprendre que c'était assez fascinant, il faut juste essayer, puis de prendre des chances, prendre des risques, ainsi de suite. Un autre défi est peut-être aussi le manque de ressources, de matériel, et ainsi de suite aussi. Parce que pour avoir des classes de sciences intéressantes, vraiment que les jeunes peuvent manipuler, appliquer, et ainsi de suite, ça prend certaines ressources. Pas nécessairement des affaires dispendieuses, mais ça prend quand même beaucoup de matériel. Donc, est-ce que c'est question de budget qui n'ont pas les fonds ou est-ce que c'est question qui n'ont pas les possibilités de s'acquérir tout ce qu'il y a de besoin, ainsi de suite. Donc, ça serait peut-être un autre défi. Oui. Est-ce que Puis, là. Ouais, vas-y, Laura. non, en fait, c'est à toi que je voulais m'adresser justement par rapport à l'expérience que tu nous as partagée. Est-ce que tu pourrais euh, plus élaborer sur les défis que tu rencontrais? Comme élève, Oui. ben là, ça fait quasiment un siècle de ça. Peut-être que ça a changé, là. Mais si je me fie à mes enfants par rapport à la science, Mhm. euh, ben, tu sais, puis c'est pas moi qui le dis, là, c'est la recherche qui dit que le facteur numéro un d'influence dans l'apprentissage à l'école, c'est le prof. Alors, si là où la prof, c'est le facteur numéro un, ben, alors donc, on est condamné à avoir le prof qu'on a. Donc, la motivation va entrer directement euh, avec ça. Puis, je plains certains de nos profs parce que, premièrement, euh, dans certains cas, il y a un manque de connaissances, je pense, de base. Si on m'a demandé d'enseigner les sciences aujourd'hui, là, je vous le dis, j'aurais un manque de connaissances. Si tu veux que j'enseigne, je ne sais pas, moi, sixième année, des principes de chimie puis de physique, il va falloir que je travaille très, très fort parce qu'il me manque des bouts. Alors donc, dans certains cas, il y a un manque de connaissances, je pense. L'autre, c'est que il y a un manque de temps aussi. Quand je priorise, si je suis prof, ben, il faut que je priorise comment je vais préparer mes classes. Bon, ben, si on a un nouveau curriculum, ça va peut-être me demander plus de temps. Si j'ai un grand groupe, ça va me demander peut-être plus de temps pour la correction. Et où est-ce que la science arrive dans la hiérarchie des choses importantes dans ma classe? Je ne suis pas certain que ça arrive en premier lieu. Peut-être que ça va être le français, peut-être que ça va être la mathématique, peut-être qu'il va y avoir autre chose. Alors donc, le manque de temps va potentiellement influencer dans la qualité de mon cours que je vais donner pour le préparer. Mhm.
Puis après, ben là, si on regarde au niveau de l'élève, eh ben, comment est-ce que moi, le prof, je fais pour motiver mes élèves? Euh, je donne, je donne toujours l'exemple. Moi, quand j'enseignais, j'étais un fan des dinosaures. Hein. Ben, mes élèves, là, ils étaient des fans de dinosaures parce que j'en parlais beaucoup, j'amenais des maquettes, on faisait des expériences et tout et tout. Ça, c'était fabuleux. Mais il y a d'autres sujets au niveau des sciences. Mes élèves n'étaient pas très motivés, mais ça avait un lien direct avec le prof aussi. Alors, alors, il y a plein de facteurs qui influencent, je pense, qui fait en sorte que mes élèves, il y a des facteurs qui sont extrinsèques, puis je finis avec ça. Donc, des facteurs qui sont en dehors de l'élève. Tu sais, te dis tantôt, ben, peut-être le manque de ressources, le manque de ci, le manque de ça. Ça, c'est à l'extérieur de l'élève. Puis après ça, il y a les facteurs intrinsèques chez l'élève. Si l'élève vient d'une famille de scientifiques, ça se peut que tu n'auras pas besoin de faire grand-chose qui va être déjà motivé. S'il est constamment, tu sais, on lui donne plein d'occasions, puis, puis des fois, ben, ça dépend de ton histoire d'élève. Tu sais, moi, si j'avais suivi un autre cours de sciences après celui-là en 12e année, peut-être j'aurais été moins motivé là, parce que j'avais eu une expérience très négative. Fait qu'il y a plein de facteurs qui jouent. Puis là, j'arrête de parler parce que c'est assez, là. Je veux juste rajouter un petit quelque chose moi, pour ça parce que ben, je ne viens pas d'une famille de scientifiques, mais moi, j'ai eu des enseignantes de sciences exceptionnelles quand j'étais à l'école secondaire. Donc, j'ai fait un bac en sciences par la suite. Et Toute mon voilà. étude. Puis, je Oui. suis devenue une enseignante de sciences au secondaire et ainsi de suite. Donc, oui, les enseignants ont une très grande influence. Donc, oui, le Ouais. milieu possiblement, mais les enseignants aussi. Donc c'est ça. Puis là aussi, il y a d'autres gens dans la salle, donc peut-être que les autres veulent parler. Ouais, Hein? On exactement. va laisser les autres parler aussi. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager? Ben, je dirais, juste pour les quelques défis que vous avez présentés, au niveau de la question de la confiance, du niveau de confiance de l'enseignant, c'est important. Comment est-ce qu'on peut surmonter ce défi-là? Je pense qu'il faut que l'enseignant ait la chance de expérimenter, d'avoir un accompagnement possiblement, d'avoir justement quelqu'un qui est un peu plus, un autre enseignant de la même école, peut-être qui a plus que confiance, donc ils font peut-être un co-enseignement, ainsi de suite, donc jumelé avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est trouver des opportunités pour cette personne-là de découvrir que c'est pas sorcier, puis c'est faisable, puis on peut s'amuser, puis une fois que l'enseignant a ces succès-là, mais elle-même va avoir un peu plus de confiance et prendra plus de risques. Donc, c'est fournir des ressources aussi qui peuvent l'aider, comme par exemple, moi, je pense au Sciences Nord à Sudbury qui ont un paquet de belles ressources pour les enseignants et qui ont des invités et ainsi de suite. Ben, peut-être c'est commencer avec des choses comme ça qui sont prêtes et qui peuvent aider les enseignants qui ont moins cette confiance-là, qui vont moins aller chercher. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut les outiller puis leur fournir l'appui et les outils pour gagner cette confiance-là. Exactement, tu l'as vraiment souligné, Joanne, c'est aller chercher les ressources. Aujourd'hui, même avec l'intelligence artificielle, même le Centre Franco et puis Sciences Nord ou le Centre de sciences de Toronto, il y a tout un paquet de ressources qui existent, mais il suffit juste de les chercher. Mais l'autre chose aussi très importante au niveau du niveau de confiance, c'est au niveau de la planification de la leçon elle-même. Parce que celle-ci est très importante. La démarche de planification a aussi autant d'importance que le contenu de la leçon elle-même. Parce que c'est à l'enseignant de penser comment est-ce que je vais aller motiver les élèves à s'intéresser à ma leçon d'aujourd'hui? Puis, comment
poser les questions qui vont permettre que les élèves, eux aussi, soient capables de poser les questions qui vont leur permettre d'en apprendre plus. La deuxième chose aussi, c'est les expériences, les petites expériences. Les expériences n'ont pas besoin d'être très longues, mais les petites expériences ont beaucoup plus d'impact aussi. Le manque de temps, tu l'as souligné par exemple, Louis, et tu as soulevé le point, souvent on va accorder plus d'importance à la littératie et très souvent les sciences et les sciences sociales viennent en dernier. Mais pourquoi limiter les sciences et ne pas combiner les sciences avec la littératie? Comme en planifiant la leçon de sciences, on peut demander, après une expérience, un projet, de demander à l'élève de le présenter. Et la présentation, il aura tout aussi bien des points pourra être évalués en littératie. Donc, il y a moyen, c'est pour ça que j'ai dit la planification est très importante, non seulement au niveau de gagner du temps, mais au niveau de permettre aux profs de rejoindre plusieurs curriculums, plusieurs attentes. On prenait le temps aussi d'intégrer ça dans une autre matière, que ce soit en littératie, soit en mathématiques, ou ainsi de suite. C'est que les élèves revoient les concepts à plusieurs reprises. Donc, encore une fois, ils apprennent encore plus le concept qu'on essaie de transmettre, puis elles s'approprient le vocabulaire et ainsi de suite. Donc, c'est ça l'importance de l'intégrer avec une autre matière aussi. Merci, tu viens de toucher un autre point là, Joanne, le vocabulaire. C'est pour ça que je demande toujours, moi je faisais toujours dans ma classe, en enseignant les sciences, j'avais toujours un mur de mots et les nouveaux mots qu'on découvrait, que ce soit en sciences, on l'écrivait. Ça permettait aux élèves d'enrichir non seulement leur vocabulaire, mais en l'utilisant dans nos divers projets, ils voyaient comment ces mots pouvaient être utilisés. Donc, c'est très important de combiner. Ça nous fait gagner aussi du temps. Maintenant, je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait une question ou voulait enrichir. Moi, je voulais juste ajouter que, on l'a dit, ça prend des conditions gagnantes. Ça, c'est la première chose. Et pour intégrer dans diverses matières, il y a des prérequis qui sont super importants, puis dans certaines conditions, c'est très difficile à intégrer. C'est facile de dire, mais par exemple, je donne un exemple. Si on a une personne qui débute dans l'enseignement et qui est en train d'apprendre le contenu de des curriculums, puis après ça, qu'il expérimente au niveau de sa gestion de classe, parce que c'est pas de sa faute, il commence. Puis finalement, ben, les stratégies pédagogiques qu'ils utilisent, le seul endroit qu'ils ont pratiqué, c'est lors de la formation. Alors, on lui demande de tout intégrer ça, de comprendre tout ça, de fonctionner. Puis en plus, on lui demande de faire de l'intégration. Des fois, j'ai l'impression que ça peut être difficile si on n'a pas maîtrisé parce que intégrer, ça veut dire, dans ma tête, je suis capable de dire, ah oui, tel concept, je vais le mettre avec tel autre. Fait qu'il y a comme des prérequis, je pense. Et c'est pour ça c'est important d'avoir un mentor au début de sa carrière, au début, parce que et ne pas avoir peur de poser des questions puis demander de l'aide. Parce que c'est en posant les questions qu'on va pouvoir enrichir son enseignement et aussi en faire profiter aux élèves. Maintenant, une question très importante, c'est comment motiver nos élèves. Les approches efficaces, on en a un peu déjà parlé, ce sont des expériences immersives, donc de vraies expériences qui vont permettre aux élèves
de toucher ou de pouvoir pratiquer les concepts parce qu'ils doivent faire du lien dans leur vie pour que les concepts soient beaucoup plus vivants. L'élève doit être capable de l'intégrer dans sa vie, de voir, ça doit vibrer avec l'élève. Les démonstrations sont aussi des expériences immersives et les manipulations. Si je prends l'exemple de Joanne avec les papillons, ça, c'était une expérience immersive parce que les élèves ont été capables de vivre de bout en bout le développement du papillon. Alors, si jamais plus tard on leur parle du papillon, ça fait du sens pour eux autres. Ils sont motivés parce qu'ils savent de quoi est-ce qu'on parle. Donc, les expériences immersives sont très importantes. L'autre chose, c'est lier la science à la vie réelle, les problèmes quotidiens, les applications pratiques. La science est présente dans tous les éléments de la vie, mais on ne le perçoit pas toujours comme ça, mais c'est lorsque quelqu'un est capable de vous démontrer le lien d'une circonstance ou d'une action de la vie avec la science que là, ça fait un déclic et que maintenant, ça fait du sens. Ça devient un sujet de science. Mais il faut qu'on puisse comprendre le lien entre cette action de notre vie de tous les jours et la science. Il est très important de favoriser le travail collaboratif. On parle souvent de l'importance de la littératie dans nos salles de classe, mais c'est en permettant aux élèves d'échanger sur leurs expériences, de collaborer, qu'ils vont développer aussi un esprit scientifique parce qu'ils vont se poser des questions entre eux autres, ils vont être capables de répondre aux questions, puis ils vont être capables de collaborer. Et dans la collaboration, c'est leur montrer aussi quel est le rôle de chacun dans un groupe. Donc, il y a des prérequis pour chacune. C'est pour ça que je dis l'importance de la planification par l'enseignant est primordiale pour pouvoir motiver les élèves. L'exploration est une autre stratégie avec les discussions. Pour démarrer, par exemple, une leçon, vous pouvez tout autant choisir peut-être une petite expérience très courte ou une discussion pour commencer. Ou après une expérience, pour le après, vous pouvez aussi enrichir votre leçon avec une discussion. Donc, il faut jouer avec ces éléments-là pour rendre la leçon la plus interactive, la plus motivante. Le but, c'est de permettre à l'élève de faire du sens dans sa tête. Alors, avec ces éléments, on va essayer de créer nous-mêmes quelque chose sur la base de ces éléments-là pour qu'on voit comment c'est faisable. Et au début, la pratique est toujours un peu difficile, comme on en a parlé tout à l'heure. On ressent toujours un inconfort, mais plus on va le pratiquer à pouvoir structurer nos leçons en intégrant ces éléments, plus vous allez voir, les élèves vont répondre positivement et vont être beaucoup plus intéressés. Ça va nous encourager à continuer. Alors, je ne sais pas si quelqu'un voulait ajouter quelque chose ou... Juste un petit quelque chose par rapport à côté exploration, et ainsi de suite. Les élèves, surtout quand ils sont très, très jeunes, sont tellement curieux, puis ils nous posent toujours des questions. Toujours des questions. Puis très souvent, c'est en lien avec les sciences et la nature et leur environnement, et ainsi de suite.
Je pense qu'il est important en tant qu'enseignant de leur faire comprendre que tu apprécies les questions, puis aussi c'est correct que si toi, en tant qu'enseignant, tu n'as pas toutes les réponses, c'est correct. On a des options. On peut, en tant que classe, essayer de trouver les réponses ensemble, ou tu peux aller chercher l'information ailleurs, ainsi de suite. Mais c'est de ne pas atténuer cette curiosité-là chez les élèves, mais faire le contraire, c'est vraiment, oh wow, c'est extra, qu'est-ce qu'on peut trouver? Puis justement, ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher les réponses aux questions? Donc, c'est une façon aussi de les motiver puis de les garder engagés en donnant de l'importance à les questions qu'ils posent. Merci d'avoir partagé ça, Joanne. Donc, ce qu'on va essayer de faire, on va concevoir une activité interactive. Je crois que Patrick avait la main levée. Oui, Patrick, vas-y. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Patrick. Ah, ok. Bon, moi, je voudrais partager une expérience que j'ai eue avec pour motiver mes élèves. En fait, je suis de l'enseignement technique camerounais et je dispense des cours dans un lycée technique où je donne des cours de dessin. Donc, c'était le cours de dessin et nous parlions des coupes. Les enfants ne comprenaient pas, ou mes apprenants ne comprenaient pas de quoi il s'agissait et comment est-ce qu'on les représente. Donc, j'avais dû fabriquer une pièce avec du carton. Et pendant le cours, j'ai eu le carton et leur présenter tout ce qu'ils pouvaient voir une fois que l'élément était coupé. Si dont la scie a touché devait être représentée en hachuré. Ça a attiré vers eux ça a simulé vers eux une concentration et une interaction au point où de nos jours, ces enfants qui avaient des difficultés sur des coupes ont été vraiment émerveillés et comprennent parfaitement cette partie du cours. C'est mon expérience. Merci. Merci d'avoir partagé ça, Patrick. L'élément que moi, je remarque dans ton expérience, ce qui a été le plus vivant quand tu leur présentais le dessin technique, ils avaient de la difficulté de se représenter cela. Mais une fois, quand tu as fait la construction avec le carton, c'était visible et ça faisait du sens. Donc, ils étaient capables de comprendre pourquoi est-ce qu'on hachurait les parties qui étaient coupées. Et même la construction, ça leur donnait du sens. Ça faisait plus de sens dans leur tête parce que c'est ça la difficulté généralement en sciences. C'est qu'une fois que l'élève ne se fait pas du sens, il n'accroche pas. Et toute notre démarche comme enseignant, c'est d'aller créer du sens dans la tête de l'élève, de lui montrer les liens. Parce que l'information, la connaissance, il est capable d'aller le chercher tout seul. Mais c'est à nous de le guider pour qu'il puisse faire des liens. Donc, on va se baser sur les petits éléments dont nous avons discuté. On va essayer de créer une petite activité. Je vous propose 4 thèmes. La gravité, les états de la matière, l'électricité, la photosynthèse. Si ces 4 thèmes, si vous voulez en prendre un autre, c'est tout aussi ouvert. C'est juste que je me disais pour chacun des niveaux où on enseigne, ces thèmes-là pouvaient être les plus faciles, mais je suis ouverte à n'importe quel thème que vous pourriez choisir. Donc, essayez pendant 10 minutes, on va l'essayer pendant 10 minutes. N'oubliez pas, on veut une mise en situation concrète, puis quelques éléments de discussion par rapport au thème qu'on aura choisi.
puis on va retourner en plénière et partager notre activité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? De là, je n'ai pas bien suivi, madame. Donc, on a 4 thèmes que je vous ai proposés. On va concevoir une activité interactive en groupe en se basant sur les éléments dont on a discuté sur les stratégies pour motiver l'élève, les éléments importants, puis nous allons concevoir l'activité interactive, puis nous allons le partager au bout de 10 minutes. Okay. Est-ce que c'est bon? Là, je ne vous vois pas tous. Est-ce que, excuse-moi Laura, est-ce qu'il y a un niveau en particulier qu'on vise ici? C'est à eux de décider quel niveau. Je veux vraiment laisser ouvert selon les niveaux que chacun d'eux enseigne. C'est vraiment à eux. OK, d'accord. Donc, ça peut être tout aussi autant première à la 3e année ou 4e à la 6e ou la 7e à la 8e année. Vraiment, c'est à eux de décider le niveau, le cycle. À quel niveau est-ce qu'ils enseignent les participants qui sont ici? Parce que ce serait plus utile de faire quelque chose qui pourrait être utile pour eux par la suite si on est pour travailler. Alors, je ne vois pas tout le monde. Oh, est-ce que je viens d'enlever l'écran? Oui, on ne voit plus ta présentation maintenant. OK. Pourtant, c'est toujours... On voit des arbres. OK. Je vais... Oh. Et là. OK. Vous le voyez maintenant? Oui, mais ce n'est pas en mode présentation, par contre. Oui, je vais le mettre. OK, parfait. On vient de perdre un autre joueur. Ben, si les autres ne... Ben, on va dire pour une 4e année. Et puis, au cycle moyen. J'arrive pas. Je ne sais pas si lui parle, on n'entend pas, tu es en sourdine. Ben, c'est de ma faute. C'est moi qui parlais sans activer le micro. Merci. Alors, je disais donc, on est 4, incluant Laura. Fait qu'on fait une équipe, c'est ça? Puis on crée une activité? Oui, je pense que c'est plus facile comme ça. Oui. Oui. Alors, donc, une activité interactive. Je voudrais juste que tu définisses qu'est-ce que ça veut dire interactif, parce que je veux juste Qui va m'assurer là, que... permettre que les élèves puissent discuter, puissent échanger, poser des questions. OK. Donc, c'est pas une présentation qu'on fait, il y a une partie active chez l'élève. C'est ça que j'entends? Oui, c'est ça. OK. Est-ce qu'il y a un Et ça- sujet, chers collègues, qui vous intéresse dans les 4 qui nous sont proposés? Il faudrait voir Juliette, Joanne? si on fait le programme de 4e année, comme tu as mentionné, il faudrait voir si ces thèmes-là font partie du programme de 4e année. Les états de la matière, oui.
Mhm. Euh, On va aller voir, c'est facile. Oui. Donc, sciences, Pierre-Mané, Ontario. Voilà. Ah, non, c'est pas lui. Il m'a donné le vieux programme. Ben, on peut continuer là, pendant que je cherche, là. Donc, 4e année pour état de la matière, c'est lumière et son. OK. Démontrer sa compréhension de la lumière et du son en tant que forme d'énergie qui ont des caractéristiques et des propriétés particulières. Donc, c'est tout ce qu'il y a à faire avec la lumière et le son. Donc, on peut peut-être choisir la lumière. Chaque élève sait c'est quoi la lumière, mais est-ce qu'il sait tous les éléments que comporte la lumière? Donc, Puis je me dis avec les élèves à ce niveau-là, pour juste commencer à qui commencent à se poser des questions, ça peut être aussi quelque chose d'aussi simple que leur remettre chacun une lampe de poche, éteindre les lumières, puis voir quel effet ça peut avoir, et ensuite leur laisser manipuler la lumière à travers différentes substances, différentes matières, à travers avec les miroirs, et ainsi de suite. Juste manipuler, essayer, et c'est là que les questions vont commencer à sortir, puis ensuite de là, on peut aller de l'avant avec les différents concepts qu'on doit enseigner. Un autre élément, par exemple, tu as parlé de éteindre la lumière. C'est aussi leur dire, quand on regarde le soleil, est-ce que le soleil est une forme de lumière? Oui. Puis après ça, le soleil, les étoiles, la lune, La lune? tous des éléments qui fournissent de la lumière. On peut regarder la Là, lumière avec on la crée des bougie liens, aussi. Avec... c'est ça. Comme ils n'ont jamais pensé que de voir la lumière sous cette forme-là. Mhm. Mais là, on crée des liens, on crée du sens. Puis Alors là, ça que, peut... non, je voulais juste dire que quand on regarde dans le curriculum, on dit analyser l'incidence sur la société des dispositifs faisant la lumière. Fait que là, prise de conscience, on l'a fait avec la lampe de poche, ça, c'est à l'intérieur, mais on pourrait leur poser la question après ça. OK, mais dans la vraie vie, là, la lumière, là, on la retrouve où? Puis ça sert à quoi? Puis y a-tu des fois qu'on n'en a pas? Puis qu'est-ce qu'on fait quand on n'en a pas? Alors donc, pour regarder les dispositifs, puis qu'est-ce qui produit de la lumière exactement? Ça, c'est la première attente. Puis le C1.2, c'est l'incidence sur l'environnement. Ah, donc l'environnement de l'énergie lumineuse et de l'énergie sonore. OK, donc, puis la lumière, est-ce que ça a de l'effet? Ça fait quelque chose? Fait qu'on peut prendre une prise de conscience par rapport à ce qu'elles connaissent. Puis après ça, on pourrait peut-être leur donner un petit vidéo choc là, par rapport à, je sais pas, là, un endroit, c'est des gens qui vivent sans électricité. Exactement. Puis là, ben, eux autres, qu'est-ce qu'ils font pour la lumière la nuit? Ah, OK. Et toi, ça t'arrive-tu chez vous? Ça serait mon déclencheur, je pense. Tout à fait. Et là, tu l'as souligné, Louis, tous ces petits éléments-là, on peut les prendre comme des déclencheurs. Maintenant, au cœur de la leçon, comment est-ce qu'on structurerait ça? Je pense que le curriculum nous dit
Je réfléchis. Peut-être que... Je sais pas, là, il faudrait que j'analyse un petit peu plus profondément, mais aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, bon, après qu'on a pris, on a pris conscience de l'importance des effets, etc., de la lumière, on pourrait dire, ben, est-ce qu'on peut produire de la lumière, nous autres? Si oui, ben, je leur dirais, j'aimerais ça que tu bâtisses quelque chose qui produit de la lumière. Ben, il y a peut-être Solange qui va arriver avec une allumette, puis qui va... Voilà. Je sais pas. Mais alors, est-ce que tu es capable de produire de la lumière? C'est ça. Et quelles sont les propriétés de la lumière? Hmm. Mais c'est ça, c'est de voir exactement quel concept, parce que tu veux que les élèves C'est ça. découvrent par ta leçon ou ton projet. Donc oui, on a mis la mise en situation, on les motive, on capte leur intérêt, mais après ça, quels sont les concepts à leur transmettre? Puis ensuite de ça, c'est s'assurer que justement, tu fais des petits blocs d'enseignement pour qu'ils puissent apprendre ces concepts-là, mais toujours en découvrant, en manipulant, en essayant, en questionnant. Et c'est ça, des petites expériences qu'on peut concevoir ensemble. Ils peuvent faire des boîtes à rayons lumineux à l'aide des cartons de chaussures dans laquelle on a mis une lampe torche avec un trou. Et là, ça leur permet de pouvoir voir l'intensité de la lumière, comment est-ce qu'on le contrôle, d'où sortira le faisceau lumineux. Puis, on peut aussi utiliser la boîte à rayons lumineux dans l'obscurité pour eux pouvoir l'effet produit. Et aussi les inviter à pouvoir créer eux-mêmes des expériences pour démontrer les diverses propriétés de la lumière. On a l'expérience qu'on peut aussi faire avec les miroirs pour les reflets. Donc, il y a des petites expériences qu'on peut faire avec les élèves. Aussi, les illusions optiques. C'est quelque chose aussi qu'on pourrait explorer avec eux. Les ombres et les reflets. Par exemple, pour les élèves de 4e année, je ne pense pas qu'ils sauraient la différence de se mettre, d'avoir son ombre entre 10h, 11h du matin et son ombre entre 14h et 13h. C'est pas pareil. Puis là, on leur poserait la question, mais pourquoi la différence? Donc, il y a des petites expériences comme ça, concrètes, qui peuvent permettre d'aller enrichir l'expérience de l'élève. Est-ce que quelqu'un... Là, j'ai une question pour toi, Laura, là, parce que là, je regarde dans le curriculum, puis là, je fais comme si j'étais un prof, puis j'enseigne ça, moi. Et puis, justement, je veux parler de la lumière, c'est super fantastique, j'ai mes attentes, mais j'ai les 2 attentes que j'ai mentionnées tantôt, mais y a-tu d'autres choses que les attentes? Parce que Mais quand ça tu as les attentes, puis tu as les contenus. Maintenant, les contenus sont beaucoup plus explicites et te guident beaucoup plus sur les divers éléments que tu apporterais dans ta leçon. Donc, tu as 2 attentes, mais les contenus, tu as beaucoup plus d'éléments. Comme tu peux aller chercher les ombres et lumières. Comme j'ai parlé, les illusions optiques. J'ai pas tout le curriculum devant les Ah yeux. oui, non, Là. mais je l'ai. Oui, oui, c'est ça. Il y a comme il y a 8.
Il y a 8 contenus d'apprentissage. Premièrement, c'est les sources naturelles puis artificielles de lumière. Alors, donc, ça, c'est quoi la différence? La C'est quoi la couleur et la lumière. différence? Après ça, c'est distinguer les objets puis les êtres vivants qui émettent la lumière, Oui, ceux qui réfléchissent. Ça, oui. là, dans les animaux, c'est capoté, là. Ça va être le fun au bout, ça. Après Oui, ça, décrire les propriétés. Donc, la propagation rectiligne, le fait que la lumière peut être absorbée, réfléchie puis réfractée. réfracté. Et là, tu vas écouter Star Wars, non? Après ça, décrire les propriétés. Ça, c'est le son. Après ça, les ondes sonores. Après ça, décrire les interactions de l'énergie lumineuse et de l'énergie sonore avec différents objets et matériaux. Ah oui. Matériaux. C'est Donc, là où tu fais les sons. interaction. Ouais. Oui, Et après ça, ben là, il y a distinguer les sources de lumière qui émettent la lumière et la chaleur. Des sources qui émettent de la lumière puis très peu de chaleur. Ah oui. Hein, comme un feu, ça fait de la lumière, mais ça fait beaucoup de chaleur. Mais une lumière LED, mettons, fait pas de chaleur, mais ça fait. OK. Et puis, nommer les organes sensoriels et les dispositifs qui utilisent les propriétés de la lumière. Voilà. C'est le contenu. Fait que tu peux faire plein de choses là, avec ça. Là. exactement. Et tu n'es pas obligé de tout faire. C'est des petites capsules. Mhm. Oui, parce que tu ne peux pas couvrir tous les contenus. Tu ne pourras pas tout faire. C'est choisir justement certains concepts qui vont répondre aux attentes, qui vont faire découvrir les attentes, mais tu ne pourras pas définitivement pas faire tous les contenus Ben non. d'apprentissage qui sont là. Ouais. Puis comme je suis à tendance artistique, les lumières là, qui brillent dans le noir, là, comment tu appelles ça? Si tu es habillé en blanc, c'est juste ça que tu vois là, quand il fait noir avec ces lumières-là. Là. C'est des lumières, en tout cas, Phosphorescentes. ouais, probablement que c'est ça. Puis on va faire une pièce avec ça après. Parce que toute la question d'absorption de lumière, puis projection de la lumière et tout, où tu es en 4e année, tu pourras faire un théâtre d'ombre. Puis en parlant d'ombre aussi, moi, quand elle parlait justement des différentes ombres avec les différents temps de la journée, tu peux facilement faire des pièces, des œuvres artistiques avec ça aussi, où est-ce que tu mets des objets par terre et avec l'ombre, puis ensuite les élèves peuvent tracer la silhouette, peinturer et ainsi de suite. Il y a d'autres façons d'incorporer les arts aussi avec les ombrages et la lumière et ainsi de suite. Ah, moi, je suis motivé, là, je suis prêt. Et une fois qu'on a fait ces petites expériences tout au long de la leçon, après, pour permettre de voir si les élèves ont capté les divers concepts, ça pourrait être des discussions ou leur demander d'aller faire une recherche ou de monter un projet. Ça va leur permettre d'aller enrichir encore plus leurs connaissances. Et on a parlé tout à l'heure d'un défi qui était le manque de ressources. Parce qu'une fois qu'on a planifié ces éléments, l'autre défi, c'est souvent d'aller chercher les ressources pour venir enrichir les mini-capsules que nous voulons préparer. Alors, je vous partage ici quelques plateformes qui pourraient nous aider à rendre nos leçons tout aussi stimulantes. La plupart de ces sites, tu peux t'inscrire gratuitement, tu n'as pas vraiment besoin de payer. C'est ça qui les rend intéressants. Par exemple, celui-ci,
Fait Interactive Simulation permet de voir des simulations scientifiques parce qu'on a parlé tout à l'heure du défi. C'est pas dans toutes les écoles qu'on a des classes de sciences bien construites et tout. Si on a le défi de pouvoir faire la démonstration ou faire certaines... Les simulations sont parfois aussi intéressantes. Donc, je vais essayer de... Je ne sais pas si vous serez capable. Donc, comme vous le voyez, par exemple, ici, quand on voit le mouvement, on pourrait faire une simulation parce que c'est tout aussi vivant. Certains sont en anglais, mais vous êtes capable de trouver des éléments en français aussi. C'est juste celui-ci que j'ai choisi. On n'a pas vraiment besoin, mais les images sont vraiment vivantes. Comme là, la force, en montrant l'image, on est capable d'expliquer pourquoi, c'est quoi une force nette. Le mouvement ici, qu'est-ce que ça veut dire? Puis aussi, on peut demander à l'élève une fois qu'il a vu l'image, est-ce que quelqu'un peut montrer une forme de mouvement dans la classe? Ils peuvent être créatifs à ce moment donné. La friction, puis l'expliquer. Puis quand on parle, ici, si tu cliques, tu vas voir la démonstration de c'est quoi. C'est ça qui est intéressant pour ce site. Comme là, puis là, et puis là, vous posez des questions, comme vous jouez avec qu'est-ce que vous voulez, c'est ça qui est intéressant, avec qu'est-ce que vous voulez montrer aux élèves, et ça vous permet de rendre les discussions plus intéressantes. Ils sont capables de le voir. Puis après cela, vous pouvez leur demander de le faire eux-mêmes et d'estimer. Parce que c'est souvent aussi, ça c'est une autre chose aussi en sciences, c'est parfois, on peut demander à l'élève d'estimer qu'est-ce que ça veut dire. Puis ensuite, on la vit l'expérience ensemble. Puis ensuite, maintenant, on leur demande de pratiquer et de présenter peut-être une autre expérience similaire. Donc, ce sont des techniques qu'on peut utiliser pour enrichir nos leçons. On peut préparer aussi pendant la leçon des caouts. Je pense que tout le monde connaît c'est quoi les caouts ou des petits quiz, des jeux questionnaires. On peut aussi utiliser du code. Comme on a vu l'expérience qu'on vient de voir avec la force, on peut le voir, puis on peut demander aux élèves de programmer et de créer une expérience qui démontre la force ou de la friction ou la lumière, comme on a dit tout à l'heure. Là, on va toucher un autre niveau de développement chez les jeunes. Et on touche le concept du codage en mathématiques. Là, ce n'est pas juste la science, mais là, on touche les éléments aussi en mathématiques. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Moi, je viens d'ajouter à tes ressources, Laura, j'ai mis 2 sites dans la boîte de clavardage. Le premier, ça s'appelle Parlons Science. Oui. C'est plus à partir de 5e, 6e année, je te dirais, mais c'est super intéressant et c'est en français. Et puis, j'ai ajouté les débrouillards, qui est une ressource qu'on connaît, là. Mais leur site Internet, il y a j'ai fait une petite recherche rapide sur la lumière. Il y avait plein d'articles qui étaient là, et puis il y avait un numéro qui date quand même de quelques années, mais qui était consacré uniquement à la lumière que tu peux acheter. Alors, c'est ça, c'est ma contribution là. Ces deux sites-là sont très intéressants. Et puis, c'est ça. Là,
prochain que je voulais explorer, mais que j'aurais pas le temps, c'était au Centre Franco, là, tout ce qui s'appelle science. Qu'est-ce qui... je sais qu'on a des choses très intéressantes, il faut juste que je tombe dessus, là. Voilà. À la fin de la présentation, je vais partager pour ceux qui sont intéressés toute une liste de ressources qui pourraient les aider. Donc, c'est toutes les ressources comme Parlons Science, ça pourrait les aider à enrichir leur leçon. Donc, Puis, tout à l'heure, on parlait aussi d'intégration de matière, mais justement, je suis en train de regarder le site Les Débrouillards, mais très facile d'intégrer une leçon de français à travers, en utilisant une ressource des débrouillards qui parle d'un sujet de science, donc pour même un nouvel enseignant, parce que ils n'ont pas accès à beaucoup de ressources, mais c'est facile d'aller chercher ces textes-là, puis c'est fait au niveau pour les élèves, donc c'est des bonnes ressources à avoir dans sa trousse d'outils. tout à fait. Donc, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à quelque chose, d'après tous les échanges que nous avons eus, qu'on est prêt à essayer dès demain dans nos classes. Vous pouvez le partager dans le clavardage ou tout aussi le partager de vive voix. Est-ce que Juliette, tu nous entends? Oui, oui, je suis là. Oui. Attends, donne-moi un instant. Est-ce que tu aimerais nous partager une idée que tu pourrais faire dès demain dans ta salle de classe? Moi, j'enseigne quand même la maternelle jardin. Et c'est vrai qu'on fait on essaie de faire beaucoup d'enquêtes parce que c'est leur enseignement qui est là, les mini-enquêtes. J'avais vraiment aimé comment Madame Joanne avait parlé du papillon et tout. J'ai déjà commandé mon kit pour la chenille. Ce genre de choses comme ça. Donc, j'ai hâte d'explorer ça avec eux, quelque chose comme ça. Donc, ça m'a donné beaucoup d'idées. Et puis, bon, je vais voir comment est-ce qu'on va faire ça. Une autre chose que généralement les classes de maternelle jardin, ils adorent, c'est l'éclosion des poussins. Surtout maintenant, au printemps, jusqu'au mois de juin, on a tout le temps pour développer toute une leçon sur... Quand se déroule cette histoire? Oui, ouais, le printemps, on a aussi on a ramassé la neige avec les enfants et on va faire aussi la fonte avec eux. On va voir comment est-ce que ça va fondre et puis on va en parler en classe. Ça serait intéressant aussi après qu'ils voient la fonte de la neige, sur regarder qu'est-ce qui est dans la neige. Donc, si vous êtes capable de leur fournir des loupes ou même si à l'école, vous avez quelques petits microscopes, ou est-ce que vous pouvez leur permettre ensuite de regarder parce qu'ils pensent que la neige est pure et ainsi de suite, mais c'est intéressant de les faire découvrir. Puis ensuite de ça, avec les petits mains, dessiner ce que vous avez vu. On peut, il y a plusieurs choses à faire avec eux par la suite. C'est ça, ouais, c'est beau. OK. En tout cas, merci beaucoup.
Et en tout cas, ça m'a donné beaucoup plus d'idées. Et puis bon, on va continuer d'explorer petit à petit avec nos petits loulous là. Ouais, ok. Merci Bon, à vous. merci beaucoup. Oui, ok. Donc, les ressources en ligne, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de ressources en ligne. On peut retrouver des vidéos, des simulations, des articles. Et vraiment, ce qui est important, comme je dirais, c'est vraiment aller accrocher nos élèves, de développer l'approche, la démarche scientifique, développer leur curiosité et les guider à aller chercher les réponses. D'où en les habituant à faire des petites capsules, des petites expériences, alors ils vont attraper la puce de la science. Comme la magie de la science va se faire dans la salle de classe, puis en eux. Puis ils vont vous demander quand vous allez faire, si vous faites plus d'une semaine sans enseigner les sciences, c'est eux autres qui vont vous demander, mais madame, on n'a pas fait science depuis. Donc, c'est vraiment important. Puis on le voit aujourd'hui, quand on parle de l'intelligence artificielle, ben, les jeunes ont tendance à croire que c'est le robot qui va tout faire à notre place. Mais derrière le robot, là, c'est cette innovation, cette démarche scientifique qui a créé le robot, qui programme qu'est-ce que le robot il doit faire ou qu'est-ce que l'intelligence artificielle elle doit faire. Alors, nous devons amener les jeunes à développer leur esprit critique et leur curiosité. Pour aller plus loin, je ne sais pas si vous avez des questions. C'est vraiment le temps. Si vous avez des questions dans un domaine précis, vous avez des difficultés peut-être à trouver, c'est le temps de poser les questions. Moi, je peux vous appuyer. Comme je dis, j'ai enseigné la science à divers niveaux, donc ne vous gênez vraiment pas. Ben non, j'ai pas de questions parce que moi, j'organise les formations pour le Centre Franco, donc Mais peut-être Joanne en aurait. j'ai pas à enseigner la science demain matin, non? Moi non plus, parce que je suis plus en salle de classe, je suis à la retraite maintenant, puis je travaille aussi pour le Centre Franco, donc je n'ai pas de questions. Et j'ai enseigné sciences, moi aussi, c'est dans ce domaine-là que j'ai commencé à enseigner. Et moi aussi. Alors, mais je pourrais partager pour les gens qui vont écouter l'enregistrement. Un jour, j'avais décidé que chaque mois, j'avais un défi scientifique que je donnais à mes élèves. Et puis, j'avais la particularité que j'enseignais une classe multiple, donc à 2 niveaux. C'était en 7e et 8e année. Et au départ, et puis là, ben, on va le dire comme ça, là, j'avais certaines filles qui voulaient rien savoir. Parce que, ah, monsieur, pourquoi il faut construire quelque chose? Pourquoi il faut faire ci? Pourquoi il faut faire ça? Et, et, et... Mais je les avais pour 2 ans. Parce que l'année d'après, la gang en 7e continue avec moi en 8e année. Puis je peux vous dire qu'au départ, ben, comme te dit un peu Laura tantôt, il y avait comme un... C'était pas intéressant. Mais au fur et à mesure que l'année a avancé, là, tout d'un coup, j'ai réussi à motiver euh, mes élèves. Et là, on me disait, c'est quoi le prochain défi, monsieur? Et là, ça se préparait, là, et là, il y avait de la grosse compétition. Et je peux dire en toute modestie qu'à la fin de 2 ans, j'avais des élèves qui, au départ, n'aimaient pas du tout la science, puis se demandaient pourquoi on faisait des défis. Principalement des filles, dois vous avouer, que là, ils étaient comme, amène-en, là. C'est comme, on est capable, puis on va faire plein de choses et tout et tout. Alors, j'étais quand même assez fier du résultat. Puis ça avait amené plein de questions, plein de monsieur, on peut-tu faire ci, on peut-tu faire ça? Et alors donc, quand on met l'élève au cœur de son apprentissage, et puis qu'au lieu de décider ce que l'élève va faire comme expérience ou comme travail, etc., qu'on le laisse choisir,
Ben moi, je pense qu'au niveau de l'engagement puis au niveau de la passion, on a plus de chances de réussir. Parce que Tout à fait. c'est pas l'idée du prof, mais je me souviens que les derniers défis, c'est eux autres qui avaient dit, Monsieur, est-ce qu'on pourrait faire ça? Puis c'était un super défi, là. Puis c'était bien plus que la difficulté, c'est que c'était plus dans le curriculum de 7e et 8e année de sciences. Là, on était rendu bien plus loin. Mais regarde, quand tu es motivé, go, on va le faire, puis on va trouver des façons d'évaluer ça pour que. Alors donc, déclencher chez l'élève ce goût-là, le nourrir avec plein de ressources, etc., puis qu'après ça, il décide comment il va te démontrer son apprentissage. Et Moi, que vous l'accompagnez tout au long. et puis qu'on l'accompagne, puis Exactement. on a en arrière, nous autres, on le sait, le curriculum, on sait où. Alors je trouve que cette démarche-là fait en sorte que euh, l'élève devient, entre guillemets, responsable de son apprentissage, même si c'est moi qui l'ai comme prof, mais j'ai à utiliser mon intelligence pédagogique comme prof pour le faire cheminer, pour les faire cheminer, mais c'est pas moi qui décide. Et donc, c'est comme, puis je finis avec ça, là, c'est un peu comme décider de donner du pouvoir à mes élèves. Plus on donne de pouvoir à j'appelle ça du pouvoir euh, stratégique, plus on donne du pouvoir stratégique à nos élèves, plus on encourage les apprentissages. Tout à fait. Voilà. Parce qu'ils deviennent des participants actifs. Puis c'est ça, Ben, ils doivent être exactement. engagés, justement. Oui. Ouais. Parce que si c'est juste l'enseignant qui donne et donne, puis ils sont juste réceptifs, ça ne va pas avoir le même effet, c'est certain. Donc, justement, ça doit être eux qui mènent la barque. Et en plus, ça peut éviter le problème qu'on rencontre de plus en plus, où est-ce que c'est pas l'élève qui fait le travail, mais c'est l'intelligence artificielle qui le fait au nom de l'élève. Parce que j'y ai demandé la biographie de Jacques Cartier, là. Ça y a pris 20 secondes à la trouver. Puis il a même demandé à l'intelligence artificielle d'ajouter quelques erreurs dedans, puis de l'écrire comme un élève qui avait 8 ans ou 10 ans ou 12 ans. Fait que, alors, Ouais. on va utiliser les outils pour parvenir à ce que je veux faire, fait que, ouais. Donc, C'est d'où l'importance de notre planification maintenant, que nous savons que les élèves ont tous ces outils. C'est bien planifié pour que l'élève soit au cœur de son apprentissage et qu'il soit capable de démontrer qu'est-ce que lui, il apprend. Parce que la réponse qu'il donne à travers l'intelligence artificielle, c'est pas sa réponse à lui. ouais. Donc, l'élève doit être capable de démontrer les démarches qu'il a Exactement, ouais. entreprises. Puis dans la planification, que je trouve super important, ben, il y a des bouts, là, qui sont vides, là, dans le sens que comment l'élève va me le démontrer, tu n'as rien écrit dans ta planif, parce que c'est eux autres qui vont décider. Mais tu pourras, au cours de l'année, tu peux leur donner des exemples de comment, des formats différents. C'est comme par exemple, tu peux leur montrer comment faire un balado, mettons. Tu peux leur montrer comment faire une vidéo. Tu peux leur montrer comment faire une affiche. Tu peux leur montrer. Puis ça, c'est des formats. Alors, moi, je vais te montrer comment tu peux me présenter ce que tu as appris, mais c'est toi qui vas décider du comment, du format que tu vas, que tu vas utiliser. que tu vas utiliser. Ouais. Mhm. Tout à fait. Ben, on arrive à la fin de ma présentation. J'espère que vous avez aimé ça. Donc, le lien pour le sondage de satisfaction est là, puis ça me donnera une rétro. Puis, j'ai été vraiment enchantée d'avoir tout cet échange parce que pour moi, c'est pas une formation à un sens, c'est un échange que nous avons eu qui est tout aussi enrichissant pour moi. Donc, merci. Alors, Merci beaucoup. j'en profite pour arrêter l'enregistrement, puis après ça, je vais faire une petite conclusion, puis après ça, ben, Laura, je te donnerai